Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une troisième vidéo sur le livre Avoir le courage de ne pas être aimé. À l'issue de ce livre, pour moi, ça a été une véritable révolution copernicienne. Le livre est vraiment d'un ton simple. C'est un discours socratique, à savoir c'est un échange entre deux personnes, un échange sincère, profond, avec une langue simple, mais ça vient complètement déformater, déprogrammer nos sagesses acquises, à savoir un petit peu la psychologie académique. Et en ça, il est très intéressant. En fait, Alfred Adler fait partie des trois géants de la psychologie, mais il est peu connu. Je pense qu'il y a eu un peu des frottements au niveau de l'ego, surtout pour Freud, parce que ce que soutenait Adler, c'était, on peut pas dire à l'inverse, mais c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Du coup, il n'a pas pu du tout faire partie de tout ce qui était psychanalyse freudienne. Freud a un peu rejeté Alfred Adler. Du coup, Alfred Adler a créé de la psychologie individuelle, qui est une forme de psychanalyse, mais autrement que Freud. Il est peu connu en France, il était peu connu au Japon jusqu'à ce livre, et ce livre a vraiment ressorti le travail d'Adler. Alors, je vais pas vraiment redire ce que j'ai déjà trouvé sur Internet. Il y a des tas de gens qui vous expliquent qui est Adler, des choses très très intéressantes. Donc ça, avec joie, je vous envoie les liens ou cherchez de vous-même. Je vais vous partager subjectivement ce que j'en ai tiré parce que je trouve que c'est important que nous parlions entre nous. Hein, c'est moi qui prends la parole la première, mais que nous parlions entre nous de ce qui nous est familier et de ce qui nous aide en commun. Parce que pour lui, justement, il n'y a pas d'aide spécifique. Si on a besoin d'aide spécifique, c'est qu'on s'est compliqué la vie. Voilà. Bon, je l'expliquerai les choses dans la vidéo. Il y a des livres comme Comment se faire des amis et influencer les autres, Comment dominer le stress et les soucis, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ces livres-là évoquent beaucoup plus Adler que Freud. Jung et Freud sont renommés, et ils sont renommés même au Japon. Mais si vous voulez, Adler est en train de sortir de l'ombre. Et grâce à ce livre, hein, qui fait un carton au Japon et qui commence à bien être connu en France, et je le recommande, et c'est pour ça que quelque part j'en fais la pub, même si je ne reçois aucun droit. Petite blague, tout simplement. Le livre est écrit par Fumitake Koga, mais si vous voulez, Ichiro, c'est devenu celui qui connaît très bien la philosophie et la psychologie d'Alfred Adler au Japon, mais il n'écrit rien. C'est un peu le Socrate de la philosophie d'Adler. Et Fumitake Koga, qui s'est rendu compte de la pépite qu'il y avait dans cet enseignement, qui est simple, mais qui va en profondeur, eh bien, a décidé d'être, si vous voulez, le Platon d'Ichiro Kishimi, savoir d'écrire pour lui. Et il a écrit sous la forme d'un discours socratique, à savoir vraiment un dialogue avec un franc-parler où le disciple a vraiment le droit d'être dans un discours relâché. Hein, la force de Socrate, c'est quoi? C'est d'accepter l'autre dans sa vérité relâchée, à savoir sans filtre, et dans ce dialogue-là, lui permettre d'accoucher à la vérité qu'il détient en lui-même, tout en lui proposant des principes de vérité. Un grand vide, si on n'a rien, c'est difficile. On a besoin d'une matrice pour accoucher à soi-même. On a besoin d'éléments. Hein. C'est parce qu'il y a des contractions qu'on accouche à soi-même. C'est parce qu'il y a des contractions que le bébé sort du ventre de la mère. C'est parce qu'il y a des contractions aussi à l'intérieur de nous qu'on accouche à soi-même. Alors, bon, je ne vais vraiment pas rentrer dans tout ce qui est concept. Le but, c'est d'aller plus loin dans ce qui est proposé dans le livre, qui est vraiment de la philosophie adlérienne et de la psychologie adlérienne. Et vous verrez, là, on est plus sur la fin du livre. Hein, j'ai essayé de suivre quand même un petit peu la trame du livre. Bien sûr, si vous voulez approfondir les choses, lisez le livre parce qu'il est facile d'accès et qu'il est profond, mais aussi allez sur YouTube, etc. Il y a plein de choses très intéressantes que j'ai pas envie de redire spécialement. Ça a été dit, donc je vois pas l'intérêt de le redire. Alors, pour Adler, la vie est simple. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, la vie est simple. Donc, dans la troisième vidéo, la vie est toujours simple, mais ce n'est pas quelque chose qui mérite que l'on soit trop sérieux. Alors, la reconnaissance. Pour lui, la reconnaissance, c'est vraiment l'anti-acceptation de soi. Vouloir de la reconnaissance des autres,
c'est vouloir être accepté par les autres, mais c'est surtout avoir du mal à s'accepter soi-même. Donc le remède à cette quête de reconnaissance, c'est de s'accepter soi-même. Quelqu'un qui s'accepte soi-même n'a pas besoin de l'acceptation des autres. Du coup, il peut accepter d'être aimé et reconnu par certains et de déplaire à d'autres. Donc la quête de reconnaissance, vraiment, elle est liée à la non-acceptation de soi. Voilà, parce que je ne m'accepte pas moi-même, j'ai besoin d'être accepté par les autres. Et pour être accepté par les autres, eh bien, je suis prêt à faire des choses qui ne me correspondent pas et qui ne sont pas vraiment ce que je suis. Alors le risque avec ça, c'est de mettre de côté qui l'on est, sa nature, pour correspondre aux attentes des autres et vivre un amour limité. Parce que si on m'aime que parce que j'ai mis de côté ma nature, vous imaginez que c'est un amour, c'est pas qu'un amour limité, c'est un amour faux. C'est un amour basé sur un mensonge. Donc pour lui, il faut vraiment s'accepter soi-même, accepter sa nature et accepter que certains vont nous aimer et d'autres pas. Un enseignement judaïque dit, je le redis parce que je trouve ça merveilleux, dit sur 10 personnes, une va vous détester, deux vont vous aimer et 7 vont être complètement indifférentes à votre personne. Donc en gros, concentrez-vous sur les 2 personnes qui vous aiment. Cela suffit à être heureux. Vous comprenez bien que c'est une image, mais que l'image est efficace. Tout être humain a un sentiment d'infériorité lié au fait que quand nous arrivons sur Terre, bien sûr, nous sommes fragiles, bien sûr, nous avons tout à apprendre, bien sûr, nous dépendons des autres. Tout ça fait naître chez l'enfant un besoin de compenser ce sentiment d'infériorité. Bien sûr, en apprenant à devenir adulte, autonome et à trouver une harmonie dans sa vie. Mais ce qui se passe, c'est que ce sentiment d'infériorité donne naissance, du coup, à une poursuite de supériorité, c'est-à-dire ce besoin, à un moment donné, de s'améliorer. On espère s'améliorer. On essaye d'atteindre un état idéal. Cette poursuite de supériorité n'est pas négative en soi. Comme je vous disais, le sentiment d'infériorité, tout le monde l'a. Par contre, comment nous allons le gérer, ça, eh ben, ça dépend si on est plus ou moins conscient de soi, plus ou moins sage, plus ou moins en acceptation de nous-mêmes, sachant que la sagesse et la connaissance de soi sont liées. La sagesse, c'est quoi? C'est ne pas être un mystère trop insupportable pour soi-même et pouvoir, du coup, faire quelque chose de ce qu'on est et être sage, s'accepter, être vraiment en accord, en réceptivité avec ce qu'on est et être à sa place. C'est ça la sagesse. Donc, ça dépend de son niveau de sagesse, d'acceptation, de connaissance de soi, etc. Mais quand une personne ne parvient pas à compenser de façon positive son sentiment d'infériorité, elle va forcément le compenser de façon négative, à savoir, dans sa poursuite de la supériorité, elle va tomber dans la facilité, du genre la délinquance, du genre attirer l'attention sur soi en créant des problèmes dans la classe, dans la cour d'école, etc. Le but dans tout ça, c'est d'être vu, c'est d'avoir le sentiment d'exister en attirant l'attention sur soi. Mais ça vient de quoi? Ça vient que, comme je ne parviens pas à m'améliorer, je vais sortir de la norme et je vais devenir un être particulier qui va attirer l'attention. La délinquance, la violence, les comportements à problème, etc., etc. Avoir des mauvaises notes à l'école de façon, si vous voulez, spectaculaire, c'est une façon d'attirer l'attention. Comprenez bien, hein, le but, ce n'est pas de dire, ah, c'est mal, c'est pas bien. Le but, c'est de pouvoir aider les personnes qui sont en train de chercher à compenser un sentiment d'infériorité de manière destructrice. Hein, vous comprenez, c'est ça, hein, le but, c'est pas de zoomer sur, ah, c'est pas bien d'attirer l'attention. Le but, c'est de dire, comment on peut faire cette bascule et compenser de façon positive. Pour ça, il faut accepter de sortir de la condition d'être particulier. Il y a des gens qui me disent, non, mais ça me parle pas parce que moi, c'est très différent, moi. Mais vraiment, quand on regarde leur souffrance, c'est la même que son voisin, la même. Par contre, cette personne a besoin de se faire croire que sa souffrance est très différente de celle de son voisin. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Thérèse qui dit, j'ai vu plus de différences dans la forme des visages et dans les âmes que dans ce qu'elles traversent. Toutes les âmes passent par les mêmes tourments. Voilà, donc on a beau être différent,
On se prend les mêmes rinçages et les mêmes lampadaires. On vit les mêmes souffrances. Des comportements à problème, la vengeance, créer des ennuis à quelqu'un, etc., c'est attirer l'attention, même sous une forme négative, à savoir, si je suis trop insupportable avec l'autre, il va finir par me réprimander. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'attirer l'attention. Bien sûr, les personnes ne sont pas vraiment conscientes qu'elles cherchent à attirer l'attention. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce n'est pas une attitude saine, c'est une attitude qui peut devenir même très destructrice envers soi et peut-être même envers l'autre, hein. Si ça bascule trop loin, ça va dans un complexe de supériorité. Donc, on dépasse le complexe d'infériorité, on arrive à un complexe de supériorité. Donc, la solution pour lui, c'est d'avoir le courage d'être normal, oser être normal. Alors là, je vais vous donner vraiment mon observation. Donc, c'est très subjectif et je dis pas que ça correspond à tout le monde. Je peux pas en faire une généralité absolue. Mais quand même, j'ai pu observer que des gens qui s'habillaient vraiment de façon trop originale entretenaient ce sentiment d'exclusion de la société. Et quand elles acceptaient de changer de tenue vestimentaire, qui permettait justement d'être plus intégrées, de paraître moins étrange, de faire partie de la société, appartenir à la société, appartenir à un ensemble. Eh bien, en fait, ça allait calmer intérieurement. Donc, vous voyez jusqu'où on peut se mettre à l'écart pour attirer l'attention, mais en fait, c'est pas sain, c'est plutôt destructeur. Alors qu'en se disant, bah, écoutez les gars, je suis comme vous savez, on est dans la même barque, on est camarades, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un peu original, hein, c'est pas ça. Mais si vous voulez, ne pas cultiver le sentiment d'être spécial, d'être à part, d'être particulier. Voilà. Ne pas cultiver ça. Après, la forme, on s'en moque, hein. Mon but n'est pas de vous vendre une forme spécifique, mais d'aller dans le fond. Après, je dis ça, je dis rien, à chacun d'observer. D'ailleurs, c'est un grand risque avec le wokisme, etc. C'est-à-dire que si chacun se trouve très spécifique, très particulier, commence à décider son genre, son unicité, à la revendiquer comme quelque chose qui doit être reconnu, etc., ça va créer énormément de blessures. Parce qu'en fait, plus on met de particularités, plus on se sent facilement à part. Si on se dit, je suis normal, je suis avec vous les gars, on est camarades, on est des bons potes, je vais pas me sentir coupé des autres. Donc en fait, c'est vraiment vicieux à long terme, ça ne peut que diviser. Aujourd'hui, les gens peuvent vous demander de les prendre en compte, de prendre en compte leurs spécificités, leurs cas particuliers, etc., etc. Un transgenre noir qui ne veut pas coucher avec des femmes, enfin bref, des trucs très particuliers, très spécifiques. Vous imaginez s'il doit faire un procès, il va devoir prendre en compte toutes les petites blessures qui n'ont pas été incluses. Mais si vous voulez, d'être trop particulier et de demander à l'autre de nous accepter comme un être particulier, c'est vraiment oublier qu'on s'accepte parce qu'on est tous pareils et parce qu'on est des camarades. Donc vraiment, là, on est en train de passer sur une pente où les gens ils vont être ultra blessés. C'est des gens qui peut-être sont déjà blessés et qui pensent se guérir avec ça, mais ça peut engendrer des blessures, mais incommensurables, parce que, au contraire, ce qui guérit, c'est je suis normal, les gars, on est ensemble, on est dans la même barque, on est des camarades, on est des compagnons de route, on est normaux, les gars. On a beau avoir des visages et des âmes très différents, les tourments qu'on affronte sont les mêmes. Moralité, on a les mêmes problèmes, les gars, et c'est trop fort. Une petite sainte qui nous dit, les gars, on a les mêmes tourments. C'est pas magnifique. Vous imaginez si elle avait dit, moi j'ai des tourments très particuliers parce que moi je suis particulière. Pas du tout. Et pourtant, hein, c'était une hypersensible. Donc ça veut dire qu'elle avait un sentiment d'infériorité assez fort. Mais quand on voit sa vie, on voit qu'elle l'a compensé de façon très positive. Donc au contraire, c'est un exemple pour nous, un exemple pour toutes les personnes qui ont un sentiment d'infériorité et niveau contribution aux autres, elle avait tout compris. Bref, petite parenthèse sur Sainte Thérèse de Lisieux. Il faut savoir qu'il n'y a aucune liberté dans un sentiment de contribution qui s'obtient par le biais de la reconnaissance. Vraiment, on n'est jamais libre si on fait quelque chose pour se dire ah ben j'ai été reconnu en retour. Non, c'est pas ça qui dit. On le fait, on ne sait pas du tout si ça va contribuer. Peut-être que la contribution qu'on apporte, elle est invisible. Mais on doit avoir le sentiment subjectif d'avoir été utile, ne serait-ce qu'à une personne ou à une cause. C'est tout. Vous voyez, c'est pas atteindre un sommet inatteignable, pas du tout. C'est vraiment
Est-ce que subjectivement, aujourd'hui, j'estime que j'ai contribué? Et c'est de moi à moi seule. Ça peut être invisible. Ça peut être que pour une personne, qu'importe. Et ça apporte un sentiment de contribution complètement en dehors du désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance aliène. Donc là, il nous donne une pépite, à savoir, acceptez-vous. Faites confiance aux autres, ce sont des camarades, nous sommes tous normaux. Contribuez pour une cause, pour une personne. C'est invisible, on s'en moque. C'est même pas à vous de dire si ça a contribué ou pas. Et c'est même pas votre problème, c'est le problème de l'autre. C'est-à-dire, si vous posez un acte de charité pour quelqu'un et que cette personne ne le prend pas, ou que cette personne estime que c'était pas un acte de charité, c'est pas votre problème. Et c'est elle qui n'a pas fait sa tâche de recevoir ce que vous aviez à lui apporter. C'est la tâche de l'autre de dire merci. Ce n'est pas la vôtre. Vous n'avez aucun pouvoir sur ça. Vous pouvez juste faire ce que vous avez à faire, avoir un sentiment subjectif que c'est utile, même si c'est invisible et même si la personne en face ne fait pas son travail, à savoir de dire merci. Voilà. C'est génial. On est libre. Et je trouve qu'avec ça, la Terre ne peut que mieux se porter. C'est pour ça que j'aime bien dire, c'est avoir le courage de ne pas être aimé et aimer quand même. Voilà. Pour moi, ça pourrait être ça la conclusion de ce livre. Une personne obsédée par le désir de reconnaissance n'a pas encore de sentiment de communauté et n'a pas encore réussi à se livrer à l'acceptation de soi, à la confiance en autrui et à la contribution aux autres. Donc vous voyez à quel point le désir de reconnaissance vient du fait de manquer de sentiments communautaires. Et pour ça, il faut se sentir normal, se sentir contribuer, avoir accepté qui nous sommes, avoir confiance en l'autre et du coup vouloir contribuer en étant ce que nous sommes, en acceptant que notre naturel va blesser certaines personnes, mais qu'elle va en édifier d'autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce qui est juste sûr, c'est que le désir de reconnaissance, le besoin de reconnaissance se guérit par ce sentiment communautaire et contribuer. Voilà le remède aux besoins de reconnaissance. Tu peux être heureux maintenant, ici. Ton pouvoir est infiniment grand. Le courage, c'est maintenant. C'est toujours pour maintenant. C'est jamais pour demain. C'est pour maintenant. L'auteur de ce livre dit qu'un jour, il était à la conférence d'Oscar Christensen qui disait: ceux qui écoutent mon exposé aujourd'hui peuvent être heureux maintenant, tout de suite. Les autres ne seront jamais capables d'être heureux. Il a dit à quel point cette phrase l'a dérangé, mais qu'elle a fait son chemin en lui. Tout le monde peut être heureux, mais cela ne veut pas dire que tous les humains sont heureux. On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire. Donc, on peut vous dire, voilà, de quoi satisfaire votre soif, mais c'est à vous de voir si vous allez boire ou pas. Donc, en fait, tout se joue là. Est-ce que vous prenez la décision de boire ou vous prenez la décision de ne pas boire? Et pour lui, en fait, si je change, le monde changera. Mais je ne dois pas attendre que le monde change alors que je ne change pas. Et personne d'autre ne changera le monde pour moi. C'est moi qui dois changer. Donc le courage, c'est maintenant. Sauf que nous avons un problème avec le temps. Selon Adler, nous considérons trop notre vie comme une ligne continue. Alors que si on zoome de façon plus précise sur cette ligne, eh bien, on voit que c'est une série de pointillés et de moments. Donc, en fait, rien n'est planifiable puisque la vie n'est pas une ligne, mais une série de moments. Donc, si on se dit que la vie est une ligne continue et qu'on prend la décision de ne pas changer et qu'on croit qu'on ne peut pas changer, vous imaginez qu'on ne changera jamais. Si on se dit que la vie est plutôt une suite de moments et non une ligne, eh bien, on peut se dire qu'on peut prendre une décision à un moment donné. Vous voyez la différence, c'est que si on considère que c'est une ligne, eh bien, on est figé. Voilà, si la vie là est un moment unique, c'est une page blanche. Je peux décider ce que je vais écrire sur cette page blanche. Le passé n'existe pas. Ce qui est arrivé dans le passé n'a rien à voir avec ici et maintenant. Et ce que le futur a en réserve n'est pas ce à quoi nous devrions penser ici et maintenant. Alors, on ne peut pas se dire qu'ici et maintenant, on peut prévoir le futur. C'est pas possible parce que ce qu'il a en réserve,
c'est forcément très différent de ce qui est ici et maintenant. Donc, on est face à une page blanche. Du coup, on n'a pas de piste, on n'a pas d'histoire, on n'a pas d'échappatoire. Il dit que partir sur l'idée que nous sommes une histoire, c'est un échappatoire, mais c'est en plus divertissant. Ce qui compte là, c'est dans le moment présent, qu'est-ce que je fais ici et maintenant de façon totalement dévouée, de façon totalement consciencieuse. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Considérer que la vie est une suite de moments, c'est cesser de se procurer un échappatoire et une histoire divertissante qui, si vous voulez, entretient un mensonge vital. J'ai oublié de parler du mensonge vital. Le mensonge vital, c'est ce qu'on ne peut vraiment pas regarder en face. C'est ce qui nous est impossible. En psychoanalyse, on parle d'impossible à dire. Il doit y avoir quelque chose de cet ordre, ça doit un peu se toucher. Ça veut dire que je ne peux pas regarder ça, c'est vital pour moi. Selon lui, le gros mensonge vital, c'est de croire justement que la vie est une ligne et qu'il y a un passé, un présent, un futur, au lieu de se dire la vie est toujours ici et maintenant. Et l'épreuve à l'appui, pour lui, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. Et s'il y a une chose qui peut être changée, c'est ici et maintenant, et bien sûr, ça changera le futur. Pour être ici et maintenant, il donne l'image du projecteur. Si on braque un projecteur puissant sur ici et maintenant, on ne peut plus voir le passé et le futur. On est dans le moment présent, pleinement ici et maintenant. On voit rien d'autre. Hein, vous savez, la lumière éblouit. Donc, pour lui, il faut braquer un projecteur puissant sur ici et maintenant. Projeter une faible lumière sur toute sa vie et de croire que l'on est capable d'y voir quelque chose, c'est une absurdité. La vie est une série de moments, c'est cultiver ce qu'il appelle l'énergie, le mouvement et l'aboutissement. Ce qui est en train de se créer et ce qui est créé. La vie est toujours achevée. Ça veut dire que la vie est toujours achevée. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose à atteindre. Ce qu'on fait est toujours achevé. Si on considère que la vie est une ligne, c'est aussi parce qu'on considère qu'on a une destination à atteindre. Donc la vie est du coup cinétique. Si la vie consistait à grimper en haut d'une montagne afin d'en atteindre le sommet, ça signifierait que pendant la plus grande partie de notre vie, nous sommes en cours de route. Toute la distance parcourue jusque-là, du coup, ne serait que provisoire. Et ça voudrait dire que nous sommes un moi provisoire. Ce que nous sommes n'est pas achevé, n'est pas accompli, c'est provisoire. Très bien. Mais du coup, ça voudrait dire que la vraie vie ne commencerait que lorsqu'on a atteint le haut de la montagne. Lui considère que voir les choses comme ça ne permet pas d'être dans le moment présent. C'est d'être toujours en attente d'un ailleurs, d'un futur, et c'est se distraire, et c'est donc s'échapper de l'instant présent. Penser comme ça devient un échappatoire, et ça devient même peut-être divertissant, mais ça nous empêche d'être ici et maintenant. Si vous regardez les écrits des saints, c'est exactement ça. Ils se donnaient aucune excuse, aucun prétexte, aucun échappatoire. Ici et maintenant, je dois être au sommet. Je dois considérer ma vie comme achevée. Qui je suis ici et maintenant, c'est aussi qui je serai au ciel. Je me dois d'être le plus possible celui que je serai au ciel. C'est ici et maintenant, sans prétexte. Je dois être vraiment ce que je suis appelé à être. Basta. Et pour lui, plus on est dans le moment présent, plus on développe sa zone de génie. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'un bon danseur, il ne devient pas bon danseur parce qu'il se dit je dois devenir un bon danseur. Il devient bon danseur parce que quand il est en cours, il danse à fond. Il est mouvement. Il est en train d'être à chaque seconde celui qui apprend à danser, celui qui danse. Et à force de danser, il devient danseur. Un danseur professionnel, il ne devient pas danseur en se disant je dois devenir danseur professionnel, je dois atteindre le haut de cette montagne. Non, non, il donne tout à chaque moment. Et c'est parce qu'il donne tout à chaque moment qu'il développe sa zone de génie et qu'il devient danseur. Dans le livre, il est dit,
danse ici et maintenant, à chaque instant qui passe. Lorsque l'on danse, on ne reste pas sur place. Parmi ceux qui ont dansé la danse de l'examen du barreau, il y en a qui deviennent avocats. Parmi ceux qui ont dansé la danse de l'écriture, il y en a qui sont devenus écrivains. Ensuite, pour lui, même si la vie est simple, elle est quand même tragique. Tous les jours, il y a des drames qui se jouent, il y a des guerres, etc., etc., des gens qui meurent pour rien. Et justement, comme la vie est tragique, ne rien faire, c'est approuver et c'est participer à cette tragédie. Il a des images très spécifiques et il parle plus d'une pierre qui roule. Si on ne fait pas l'effort de l'empêcher de rouler, si on se laisse complètement dégringoler, forcément, on va tous vers le fond et on va tous vers le tragique et l'absurdité. Alors, d'après ce que j'ai compris, pour Adler, il y a deux sens. Bon, je suis pas 100% sûre de ce que je dis, mais c'est ce que je crois avoir compris. Il y a le sens subjectif que chacun doit donner à sa vie. Et ça, c'est notre responsabilité. Mais il y a un sens objectif que la vie a imposé aux êtres humains, et c'est les grands principes qui donnent, à savoir s'accepter, faire confiance en autrui et contribuer. Quand on ne le fait pas, on se déteste, on se sent exclu, on se sent personne, on se sent inutile, ça marche pas. Donc pour lui, le fait que nous soyons malheureux quand nous ne faisons pas ces choses dit que la vie a déjà imposé un sens aux hommes. Mais c'est à nous de trouver un sens subjectif à notre bagage, à savoir l'être unique que nous sommes. Nous sommes quand même un être unique. Même si nous sommes normaux, tous normaux, nous sommes quand même uniques. Notre bagage est unique et quel sens nous allons donner à notre bagage. J'essaye de clarifier certaines choses, mais là on rentre dans une profondeur qui est peut-être pas nécessaire pour cette vidéo, mais qu'importe. Parce que comme ce livre est une ode à la liberté, quand on choisit la liberté, on se sent très vite perdu. Donc, si vous voulez, il nous faut une grande boussole. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle avec des grands gestes, parce qu'on peut vite se sentir tellement déformaté par sa façon de dire les choses simplement qu'on peut se sentir aussi perdu. Donc, c'est bien qu'il nous donne des grandes boussoles. Le sens objectif, on peut pas le toucher. On est malheureux si on fait pas ces choses. Mais dans le sens subjectif, comprenez bien, c'est que face à votre bagage, il n'y a aucun sens. C'est-à-dire que notre enfance douloureuse, etc., n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un sens dans la souffrance qu'a vécu quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à la souffrance. Il y a un sens à la vie, qui est s'accepter, avoir confiance en l'autre et contribuer. Mais il n'y a pas de sens à la souffrance. Donc, si vous voulez votre bagage douloureux, il n'y a pas de sens. C'est à vous d'avoir le courage de lui donner un sens, de donner un sens à votre bagage, à votre parcours, à votre histoire, à vos expériences. C'est pour ça qu'il parle de courage. Oui, à la souffrance, il n'y a pas de sens. Mais vous pouvez de façon subjective lui en donner un. On donne un sens en faisant quelque chose de ce bagage, en faisant quelque chose de la souffrance que nous avons vécue. Et vraiment, hein, plus on se dit je suis spécial, je suis particulier, plus on va compenser ce sentiment d'infériorité par une supériorité trop facile. Du coup, ça donne un malheur spécial. C'est dur, mais vraiment, c'est le remède. Nous sommes ensemble, ça peut guérir l'humanité, ça. Nous sommes ensemble, il n'y a personne au-dessus. C'est le remède de l'humanité, il n'y a pas d'être supérieur, si vous voulez. On est ensemble. L'idée, c'est vraiment, au contraire, de trouver la bascule et de se construire intérieurement, de s'équilibrer. Et s'il y a des génies, ils nous apprennent une chose, c'est que le moment présent rend génial. Il rend pas supérieur, il rend génial. Même là, on ne pourra pas se dire, non, mais il y a des génies et puis il y a moi. Non, qu'est-ce que tu aimes faire dans l'instant présent? Fais-le à fond et tu deviendras génial. Point. Ensuite, il y a un volet que je trouve très intéressant sur la fermeture à la relation, qui est un prétexte pour ne pas améliorer les choses. C'est vrai, c'est comme si je vous disais que bouder, c'est une façon à la fois de fermer la relation, mais c'est une façon aussi d'attirer l'attention sur son silence. Créer un silence, ne pas dire les choses, c'est créer du mystère, et l'autre va devoir se creuser les méninges pour comprendre les raisons de ce silence. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que, en gros, la personne avait vraiment décidé de couper les ponts et de ne pas améliorer la relation. Et là, je renvoie à la deuxième vidéo qui est, c'est la tâche à chacun d'apprendre à aimer son frère
d'apprendre à avoir une relation authentique avec lui, de faire la vérité, etc. On peut avoir ce désir-là, on peut commencer. Si l'autre ne veut pas le faire, on ne peut rien y faire, tout simplement. Mais on sait juste une chose, l'important c'est je commence, peu importe si l'autre va collaborer ou pas. Il faut que quelqu'un commence. Et quand je commence, je réalise que j'ai les cartes en main. Et peut-être que c'est moi qui ai les cartes en main. Je trouve qu'Adler, il donne vraiment la recette pour sortir des relations de jeu de pouvoir, à savoir l'ego qu'il y a à se dire c'est pas moi qui ai répondu, c'est pas moi qui ai envoyé un message, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu as fait quelque chose qui me plaît pas, je te réponds pas, je te parle plus, je fais silence, je te dis pas les choses, comme ça tu te prends la tête tout seul, etc. Là, il dit non, 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 vas-y, fais tout pour que la relation, elle s'améliore. Si l'autre, il le fait pas, il coopère pas, il collabore pas, ok, mais c'est plus de ton ressort. Toi, fais-le. Fais-le parce que toi, tu dois devenir meilleur. Toi, tu dois t'améliorer. Fais-le parce que toi, tu dois t'améliorer et que tu es là pour améliorer les choses et que si cette personne ne veut pas, tu auras appris à améliorer les choses et avec une autre personne, ça fonctionnera, tout simplement. Le plus grand malheur pour un être humain est de ne pas arriver à s'aimer. Les gens veulent s'aimer. Ils veulent sentir qu'ils ont de la valeur. Un rappel sur la valeur. Nous acceptons aussi parce que nous reconnaissons notre valeur. Et nous reconnaissons notre valeur quand nous nous sentons utiles, ne serait-ce qu'à une personne. Et ce sentiment d'utilité est subjectif. C'est pas l'extérieur qui va vous dire, c'est vous-même. C'est vous-même qui devez vous rendre compte que, tiens, quand je fais ça, je me sens utile. L'avis de l'extérieur ne compte pas. Ce qui compte, c'est votre sentiment subjectif d'avoir contribué, d'être utile à quelqu'un. Dans le livre, il précise bien que ce n'est pas certain qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent et qui travaille beaucoup le fasse que par désir de reconnaissance. Elle peut vraiment le faire par contribution, par sens de la communauté, par sentiment social, par sens communautaire, vraiment pour contribuer, parce qu'on contribue par le travail et on contribue aussi en gagnant de l'argent, en faisant de l'argent. C'est une liberté monnayée qui peut aussi s'offrir à d'autres, être aussi utile à d'autres. Pour Adler, l'humain veut trois choses: s'aimer, acquérir de l'autonomie et trouver une harmonie de vie. Les trois tâches, c'est le travail, les amis, l'amour. Si vous investissez trop le travail, vous n'êtes pas dans l'harmonie de la vie. Si vous investissez trop l'amour, vous n'êtes pas dans l'harmonie de la vie. Si vous investissez trop l'amitié, vous n'êtes pas dans l'harmonie de la vie. Et si on prend l'exemple d'une mère au foyer, elle n'a pas de travail en termes d'aller dans une entreprise, etc. Mais c'est un travail, hein, elle œuvre. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que elle a une harmonie de vie parce qu'elle travaille dans sa maison, elle est mère au foyer, elle a son couple, elle améliore une relation de couple. Par contre, il faut qu'elle veille à avoir des amitiés. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est travaillomane, qui travaille comme un fou. Si, ok, il travaille, ça c'est fait, il exécute sa tâche, il travaille. Par contre, s'il n'a pas d'amis et qu'il n'a pas de couple, il y a un déséquilibre. Après, il y a d'autres exemples. Par exemple, quelqu'un qui bégaye, c'est quelqu'un qui se concentre trop sur sa parole et qui oublie de se concentrer sur l'harmonie de sa vie de façon totale. Si je me concentre trop sur ma parole, je vais justement parasiter mon élocution. C'est ce qui m'arrive souvent en vidéo. À force de vouloir bien parler, je parasite mon élocution. Et j'oublie que la vidéo est un ensemble. Oui, tout à fait. Si on se focalise que sur un tout petit point de sa vie, un petit point spécifique, on oublie de prendre la vie dans un ensemble harmonieux. L'harmonie de la vie, c'est quoi? C'est se concentrer sur les tâches de sa vie sans en négliger aucune. Le travail, l'amitié, l'amour. S'accepter, avoir confiance en autrui. Avoir confiance en autrui, ce n'est pas faire confiance à quelqu'un. Faire confiance, c'est faire comme la banque. Parce que tu as fait ci, tu as fait ça, je te prête de l'argent. Avoir confiance, eh bien, c'est gratuit. C'est pas parce que si, parce que ça, je te fais confiance. J'ai confiance. Quand on s'accepte, quand on a confiance en autrui, on contribue. Ça se débloque, tout simplement. On se sent utile, du coup, on sent qu'on a de la valeur. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, on se sent utile dans l'être. C'est pas forcément dans le faire. Je redonne mon exemple. Si demain vous êtes alité,
Beaucoup de personnes de votre entourage seront ravies de savoir que vous êtes sain et sauf et que vous allez vous remettre sur pattes. Pourquoi? Parce que vous êtes un soutien psychologique pour les autres, ne serait-ce qu'en existant. Vous pouvez vous graver ça dans le crâne et dans le cœur. Voilà. Je crois que ça, c'est vraiment mais quelque chose que le monde a besoin d'entendre. On nous le dit pas assez. Et pourtant, dans les moments tragiques, dans les moments dramatiques, la première chose qu'on sait, c'est celle-là. Donc ça, c'est l'essentiel. Sachant que le sentiment d'être utile, c'est un sentiment subjectif. Voilà. Il y a un sentiment objectif qu'on doit travailler, à savoir j'ai de la valeur parce que j'existe et que c'est précieux pour d'autres et que si je ne suis plus là, bah en fait, il y a des personnes qui vont souffrir de mon absence. Qui pourrait dire si je ne suis plus là, personne va pleurer. Même pour les plus grands tyrans de l'histoire, il y a quelqu'un qui a pleuré sa mort. Non, mais c'est vrai. Petit temps de silence, c'est pas facile à avaler, mais c'est ça. Peu importe si notre contribution est visible ou pas aux yeux d'autrui, ce n'est pas nous qui décidons si nos contributions sont utiles ou pas. C'est la tâche des autres et ce n'est pas quelque chose sur quoi nous pouvons intervenir. Je vais vous donner un exemple. J'ai retranscrit par écrit un discours récent de Fabrice Adjadj sur la maternité. Et il y a une personne qui l'a vraiment reçu de façon violente. Pour X raisons, je ne sais pas puisqu'elle n'a pas dit son histoire. Et elle a estimé que ce que je faisais était ignoble. Alors, c'était très pratique parce que ce discours venait de Fabrice Adjadj, même si je me sens totalement associée à ce que j'ai écrit, hein, sinon je ne l'aurais pas retranscrit. Mais ce qui était drôle, c'était que pour moi, j'avais vraiment le sentiment de contribuer. Beaucoup de femmes ont du mal à être en couple parce qu'elles ont peur d'être mères et qui n'ont pas conscience de la souffrance liée à la peur d'engendrer la vie et qui est envenimée par cette société actuelle. Je rentre pas dans les détails, mais c'est ça. Donc, si vous voulez parler de la maternité, c'est pour moi un point vraiment essentiel. Et pour cette personne, ce poste n'était pas du tout aidant. Ce poste n'était pas un cadeau. Mais si vous voulez, ça n'a pas altéré une seule minute mon sentiment de contribution. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut contribuer. Ça peut pas contribuer pour tous, mais ça peut contribuer. Mais non, qu'elle l'ait reçu avec violence, malheureusement, personne ne peut rien faire tant qu'elle pense que ce qui a été écrit est violent. Elle n'a pas su faire la différence entre le poste et ce qu'elle ressentait. Tout était collé, tout était collé. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que c'est compliqué parce que si la personne ne prend pas la responsabilité de ce qu'elle ressent pour se décoller et relire le texte de façon objective, se décoller, se dire ça c'est le texte de façon objective et ça c'est mon ressenti, bon, ben, on peut pas faire grand-chose. Toute cette histoire, toute cette petite histoire pour vous dire que ça n'a pas altéré mon sentiment de contribution. Pas une seconde. Pour véritablement comprendre la psychologie adlérienne et l'appliquer par un réel changement de façon de vivre, il faut la moitié du nombre d'années que l'on a vécu. Ce qui veut dire qu'il suffit d'avancer tous les jours, petit pas par petit pas, tout en étant pleinement ici et maintenant, et se dire, ben, je résous quelques formules mathématiques aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, cette journée a servi à ça. Vraiment être toujours satisfait de sa journée en se disant, aujourd'hui, j'ai appliqué ça, et cette journée, elle a servi à ce que j'applique ça. Point barre. Et comme pour vraiment voir un changement dans sa vie en appliquant cette philosophie, cette psychologie adlérienne, il faut la moitié du nombre d'années que l'on a vécu. Les jeunes vont très très vite. Donc si vous êtes jeune, vous avez une longueur d'avance.